J'ai une façon de travailler depuis quand même un certain nombre d'années, mais qui est presque secrète en fait, au sens où, donc je vais dévoiler des secrets. Non, elle n'est pas secrète du tout, mais j'en fais pas beaucoup la publicité parce que c'est une manière de travailler qui peut être un peu pénalisante au final, au sens où j'ai tendance à faire ce que j'appelle des expositions thématiques. Et donc, il y a la liste sur mon curriculum vitae de toutes les expositions thématiques. Donc voilà, c'est art et monuments, art et chaussettes aussi. Et bon, enfin, voilà. Et à partir de là, pour moi, c'est une manière de structurer une exposition et un peu au même titre qu'un album pop-rock. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un album, il y a 10 titres, ou 8 ou 6. Ouais, c'est pareil, une expo, il y a 10 pièces, ou 8 ou 6. Et à partir de là, en fait, l'idée, c'est aussi qu'à chaque pièce, comme pour le titre des albums, soit, eh bien, on reproduit un petit peu la même pièce, finalement, la même chanson, on va dire, soit on fait vraiment des pièces ou des morceaux qui sont complètement différents, alors après, moi j'ai une culture plus ou moins post-rock, donc new wave punk, donc plus ou moins la Clash, où vraiment c'était chaque fois très différent, les morceaux. Ou même les Beatles, les Beatles ont travaillé aussi comme ça, avec des morceaux extrêmement différents, sur un même album. Donc voilà, moi l'exposition c'est ça, et ces morceaux, à chaque fois, eh bien, en fait, c'est une manière eh bien, alors je sais pas comment on dit, faire, produire, engendrer, mais non, mais c'est en fait faire des actes de création, faire acte de création en fait. Et eh bien pour, comment dire, ne pas, alors je vais dire ça comme ça, mais en fait il y aurait plusieurs choses à dire, ne pas rentrer dans le système de production capitaliste. Le système de production capitaliste, en fait, c'est avoir une idée, s'y attacher, et puis après mettre une bouteille de ketchup en tête de gondole, et puis après ketchup à la framboise, ketchup à la fraise, et puis on fait des variantes. Ceci dit, voilà, bon, bah, ça a aussi des inconvénients. Alors c'est très riche parce que je fais ce que je veux. S'il y a vraiment alors, c'est en regard avec la thématique, évidemment, j'essaie du moins, mais il y a une très grande liberté. Et je m'autorise vraiment tout. Dès que j'ai une idée, je la fabrique. Et donc c'est un petit peu pénalisant quand même, puisque, puisque ça n'entre pas en fait dans l'ordre des choses d'une production économique qui se référerait à une chaîne économique qui est celle du marché de l'art, quand même. Du moins, voilà, il y a des artistes qui font comme moi, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de facilité pour vendre, en fait. Donc moi, ça me plaît aussi parce qu'il y a aussi cette idée d'être en échec. Et comme dirait Jean Lacroix, vieux philosophe qui avait écrit un livre qui s'appelait L'échec. Tout échec est une réussite. Donc après, moi, c'est une espèce de travail avec l'échec, la négation, comment rebondir à chaque fois, comment aussi, alors on dit se renouveler, mais je suis pas sûr. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la découverte, l'invention, la création. Et c'est ça qui m'intéresse parce que ça m'émerveille à chaque fois et puis ça me fait bosser. Ça me fait bosser pour trouver, en fait. C'est ça Mais c'est vrai que, eh bien, du point de vue, on va dire, commercial, c'est sans doute pénalisant. Alors oui et non, voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui fonctionnent avec ou en regard du système de production capitaliste et qui ne vendent pas du tout. Donc c'est pareil. C'est pas une garantie. C'est pas une garantie en fait. Donc voilà. Et après, voilà, j'y suis attaché, mais j'y suis attaché presque comme un symptôme. J'ai pas de problème à dire que finalement
ma pratique, hein, parce que c'est vraiment une pratique quotidienne, je suis tous les jours au bureau, dimanche, férié, enfin bon, j'ai pas de problème à dire que c'est une thérapie pour moi. Enfin, je pense c'est une que... thérapie ou ça nourrit la névrose? Alors, ça la nourrit sans doute, et ça fait que je peux mieux situer mon symptôme, vous voyez, très cher. Donc, effectivement, eh bien, toutes ces productions, tous ces actes de création, en fait, qui parfois ne le sont pas, hein, parce que c'est toujours aussi un pari. Il y a évidemment beaucoup de déchets, d'écueils, enfin voilà. Il y a aussi des répétitions dont je ne me rends pas compte spécifiquement. Alors parfois je me rends compte, et, ah bah oui tiens, ça fait 3 fois que tu travailles sur le même sujet là, bon voilà. Mais j'essaie un peu de le renouveler sans doute, hein, d'année en année comme ça. Voilà, mais oui, c'est une relation assez particulière, ouais, à la fabrication en fait, et au fait que l'expérience, eh bien, me donne à chaque fois aussi de nouvelles voies pour moi-même. C'est pas seulement pour faire un objet, c'est aussi un travail sur soi constant en fait. Et comme je disais, il y a la question d'une forme d'émancipation, et d'émancipation sans doute aussi psychique, hein, c'est-à-dire se libérer de ces chaînes, de toutes ces contraintes. Vous voyez, bon, évidemment, oui, il y a aussi ce genre de choses, et d'où aussi un travail théorique derrière qui m'aide aussi à produire des pièces, parce que voilà, tout ça, ça fait une espèce de mélange, magma. Donc je me réveille le matin en ayant lu un texte, en ayant écrit des trucs, et puis le matin, tout comme il y a une pièce qui apparaît, ah ouais, c'est bien, bon. Une demi-heure après, je me dis, non, ou alors je me dis, bon, ça tient, je vais la faire. Hein. Et puis, il y a aussi le fait de ne pas avoir les moyens. Hein. Donc, je fais des sketchs plutôt. Et là, en ce moment, je fais des sketchs avec l'IA. Hein. Mais pour moi, ce sont des sketchs. C'est vraiment des croquis pour plus tard les réaliser, en fait. Parce que moi, j'aime bien la matière, j'aime bien quand... Donc, voilà. Après, il y a aussi, bon, bah voilà, toute cette question concernant les artistes. Hein, moi, je fais, hein, je n'ai pas de problème non plus avec ça. Je fais, mais parfois, je ne sais pas faire. Donc, voilà, j'ai l'idée d'une pièce, automatiquement, il faut que je passe... Il faut que je délègue, il faut que je passe par un artisan. Mais alors, le temps de travail avec un artisan est égal au temps de travail que si on apprenait, en fait, puisque... on a toujours une idée, malgré les croquis qu'on présente, etc. En fait, c'est toujours long pour avoir la pièce vraiment qu'on veut. Enfin, voilà. Il y a aussi la question pédagogique, en fait, c'est clair. Dans les pièces, il y a toujours aussi de la pédagogie, mais donc il y a plusieurs strates, effectivement. Il y a cette idée d'acte de création, il y a de la pédagogie. Puis il y a aussi une forme de cynisme, une forme de cynisme avec d'ironie, mais aussi de comique. Hein. C'est pas un cynisme désœuvré, c'est vraiment un cynisme joyeux, en fait. Si on peut dire ça comme ça. C'est des paradoxes. Ouais, alors c'est pas exactement... pas sûr que ce soit un paradoxe, hein. Ce serait plus... se rapprocher du cynisme grec critique, en fait. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle ce philosophe, appelé le cunisme, en fait. Et le cynisme contemporain, en fait, lui, c'est le cynisme du désœuvrement, du nihilisme. C'est pas ça, en fait. Hein. Donc, c'est une espèce il y a une forme comique. Alors, c'est ce que je dis aussi toujours. C'est-à-dire que le comique, eh bien, permet de vendre 2 fois moins cher. Le tragique, ça se vend très cher, hein, toujours. Donc, c'est aussi ça. Hein, l'histoire, c'est l'histoire de ma vie, hein, d'essayer du mieux possible de mettre des balles dans le pied, mais d'en faire quelque chose, d'en faire une réussite à chaque fois. Hein, c'est vraiment bien ça. La mettre dans le pied. Voilà, bien la mettre dans le pied et de pouvoir avancer quand même.
en fait, hein, de pouvoir quand même rebondir, en fait. Et donc, voilà, c'est ce que je dis aussi. Chez moi, ça fonctionne vraiment avec un travail de la négation, en fait. Mais au sens, voilà, moral, logique, esthétique. Et c'est une manière très productive pour moi. Alors, je ne saurais pas l'expliquer, là encore, il faudrait sans doute analyser mes neurones de plus près. Mais il y a de ça. Et en fait, quand je dis je travaille sur les négations, c'est pas négatif pour moi. Au contraire, c'est des négations extrêmement positives, porteuses, en fait, qui me font toujours avancer. Mais voilà, mais quand je dis ça, alors voilà, c'est très compliqué sans doute, puisque les pièces, c'est à la fois nourri d'un gloubi-boulga théorique. En même temps, il y a de la pédagogie, en même temps, il y a du design aussi. Parce que j'aime bien ça, forme de design. En même temps, comme ça part dans tous les sens, c'est en échec. En même temps, il y a du rire, je pense. Il y a une espèce de rire aussi qui est présent dans les pièces, du moins un sourire quand on peut lire ou regarder ces pièces. Donc voilà. Et donc, situer, c'est compliqué, mais si ça peut, et j'ai déjà vu ça, ça peut créer des déclics, parfois, à la tête des gens, eh ben, waouh, c'est super, quoi. J'ai fait le boulot, j'ai fait le job, en fait. Ça, c'est important aussi. Donc voilà, c'est quelque chose comme ça, mais ouais, il n'y a pas de thématique spécifique, je ne travaille pas sur la guerre spécialement. Je travaille pas sur je ne sais quoi. Voilà. Et donc ça aussi, c'est problématique. C'est assez flou. Alors il y a des trucs assez intéressants aussi. C'est cette diversité. On m'a déjà dit à plusieurs reprises que j'étais un artiste pour artiste. Donc là, c'est la question. Je me dis, c'est une plaisanterie. Bon. Il y a des écrivains pour écrivains aussi. Voilà, c'est ça. Donc bon, alors. T'es pas artiste pour collectionneur, ni pour directeur d'institut, ni pour critique d'art, ni pour galeriste, ni pour voilà. Donc ah ouais, ok, d'accord. Donc j'ai une médaille, mais bon, voilà, j'ai pas la collection. Voilà. Mais en gros, et après, après je sais pas. Après moi je fonctionne comme ça. C'est vrai que les artistes avec qui je peux discuter de temps en temps, ça les fait marrer. Et puis il y a toujours une pièce en fait qui les capte en fait. Donc ça, voilà. Et puis là aussi, moi, je suis content quand c'est comme ça. Ça, c'est très clair. Et donc voilà. Mais alors après, moi, je me dis, bah non, je suis plutôt artiste, au contraire. Normalement, un artiste sacré, ça invente, ça découvre. Tu vois, c'est ça en fait. Et donc, je n'arrive pas bien à saisir. Alors, je saisis très bien, finalement. Mais bon. Après, il y a aussi cette phrase de Joseph Beuys que je vais placer, et que je vais inverser. Joseph Beuys disait dans les années 90, tout le monde est un artiste. Donc tout le monde a le potentiel de devenir un artiste. Voilà, s'il s'y met, s'il fait l'effort, il n'y a pas de souci. C'est pas quelque chose d'inné, c'est culturel. Ok. Donc il dit tout le monde est un artiste, mais il ajoutait toujours cette petite phrase. Mais pas spécifiquement un bon peintre. Et là, moi, j'inverse, je dis, aujourd'hui, tout le monde est un bon peintre. C'est clair, ce qu'on voit d'ailleurs en ce moment. Tout le monde est artiste quelque part. Tout le monde est un bon peintre, mais pas spécifiquement un bon artiste. Tu vois, j'inverse le truc. Je me dis, bon, voilà, c'est peut-être ça. En ce moment, c'est la période. Et en même temps, non, c'est pas la période, ça a toujours été comme ça. Si on regarde, voilà, notamment du côté de la peinture, du côté des images. On est la culture de l'image. Et je m'intéresse, je regarde les ventes sur le second marché. Oui. Et effectivement, la peinture, c'est 80% des échanges, donc c'est énorme. Et le dessin, c'est 10% des échanges. La culture, c'est 10%. Pas la culture, la sculpture, ouais. C'est 10%. Donc ça veut dire 90% en bidimension. Ouais. C'est quand même fort.
comme signe, en fait, comme économie. Donc, il faut faire de la peinture. Si on va avoir des chances. De vendre sur le second bon marché. Voilà, et puis de gagner sa vie aussi, tout simplement. Hein. Après, voilà. Tu disais qu'il n'y a pas de fil, enfin, il y a pas de. Voilà, tu ne travailles pas un thème, la guerre, la paix. Mais il y a des fils quand même, évidemment. Ah, bah oui. Plein de fils. C'est ça le truc. Il y a une frange. Ouais. Et il y a beaucoup, quand même, le langage, les mots. À la fois parce que tu écris, ouais. que tu diffuses aussi ce que tu écris, enfin, à travers les éditions, beaucoup, les articles. Il y a quand même une production Oui. importante. Et puis aussi au sein des œuvres. Oui, il y a pas mal d'œuvres, effectivement. Hein, j'utilise des mots, ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est... Alors, c'est une interrogation, effectivement, assez forte sur le langage, hein, puisque pour moi, j'ai un rapport au langage assez spécifique. Ça a été une conquête pour moi, vraiment. Hein, vraiment, bon, voilà, je viens d'un milieu social, blablabla, et ça a été une vraie conquête, donc ça a intégré automatiquement, ça a intégré le boulot, en fait. Mais ouais, je ne sais pas si c'est uniquement autour du langage. Alors effectivement, ce qui peut-être est visible, ça adhère, ça accroche, ouais. Mais en même temps, j'ai le sentiment, j'ai l'impression en fait que toutes les œuvres sont extraordinairement liées au langage, en fait. Il n'y a pas d'œuvres qui ne veulent rien dire. Hein. Donc il y a toujours un dire, quoi qu'il arrive. Il y a toujours une signification pour celui ou celle qui le fait. Et d'ailleurs même pour ces personnes qui, entre guillemets, font de l'art brut, hein, il y a une signification très profonde d'ailleurs, hein, très, très palpable. Donc, même si elle n'est pas énoncée clairement, etc. Donc, pour moi, l'art a une relation au langage, mais vraiment absolument cruciale, définitive. Et d'ailleurs, le premier langage, en fait, c'est passé par le dessin. Donc, c'est passé avec les grottes de Chauvet, ou la grotte de Chauvet. Voilà, c'est par là que c'est passé. D'ailleurs, il y a une thèse là de Jean-Loïc Lequelec qui est géniale, qui est vraiment super, sur l'origine et la signification. Ouais. Donc on cherche l'origine et la signification des dessins dans les cavernes. Ouais. Et donc il y avait quand même, durant quelques milliers d'années, un consensus en termes de graphiques, hein, on va dire. On a retrouvé quand même un peu les mêmes graphiques dans différentes cavernes, sur différents territoires. Ça, c'est déjà une chose. Et la deuxième chose, c'est que le Lequelec se pose la question de savoir mais pourquoi ils vont dessiner vaches, chevaux, hein, surtout, hein, aurochs d'ailleurs, hein, c'était comme ça, mais vraiment au fin fond des cavernes, dans des boyaux où une seule personne peut aller, où personne ne le voit. Donc voilà, la caverne, c'est pas la salle à manger avec le spectacle, tout ça, non. Il y a une autre signification, sans doute. Hein. Et en fait, lui, il croise ça, parce qu'il est vraiment transdisciplinaire, en fait, il croise ça avec la mythologie et les mythes d'origine, en fait. Donc, il a récupéré plein de mythes d'origine, etc. Et puis, il se dit, en fait, oui, le mythe d'origine, un des mythes d'origine, c'est la naissance des animaux, de l'humanité, etc., qui vient du fond de la Terre. Donc, la grotte, dessiner un auroch ou un cheval, etc., au fin fond d'une grotte, ça a du sens, puisque c'est représenter la naissance du monde. Enfin, la naissance, la naissance du monde, en fait. Et donc, voilà, ça c'est... Donc, on cherche toujours des significations, tout le temps, constamment, voilà. Et donc, alors c'est une hypothèse, évidemment, qui est improuvable, hein, ça c'est clair, puisqu'on n'a pas... Mais cette hypothèse est vraiment... est succulente en fait, hein, parce qu'elle a vraiment fait sens là pour le coup, hein, vraiment.
Et donc voilà, même ce qui n'a pas de sens a quand même, a priori, voilà, a quand même sans doute une relation au sens, donc au langage, donc à ce qui va faire aussi communauté, hein, à ce qui va pouvoir être partagé par tous. Et donc voilà, et donc l'art, c'est ça, et d'ailleurs c'est ça, mais c'est aussi, je pense, à ce moment de plus en plus à de la propagande. Hein. L'art a toujours été moins de la propagande, de toute façon, propagande religieuse, politique, guerrière. Et donc ça a aussi, là pour le coup, une signification. Là, oui, cette fameuse promotion des artistes américains par la CIA, hein, notamment Pollock, Rothko, hein, tiens. Donc là, c'est de la propagande. Bon, voilà. Et après, on va écrire de beaux textes sur Rothko. Je pense à Rosenberg, hein, sur la dédéfinition de l'art, où il compare Bacon, Rothko. Et quand on a cette autre information, on se dit, bon, un truc là. Alors ça n'empêche pas, évidemment, mais bon, il y a quand même un questionnement. Ouais. Hein, voilà. Et donc, effectivement, il y a un rapport au langage qui est présent, mais c'est sans doute aussi un amour, mes premiers amours avec l'art conceptuel. Moi, ça m'hallucinait. Je sais pas, enfin, c'est vraiment des chocs comme ça, très, très singuliers, très individuels. Ouais. Et ça m'hallucinait de voir des mots sur des tableaux, Ouais. dans une galerie, qui pouvaient faire image. Donc, représentation verbale, hein, voilà, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a eu un choc, je pense. Il y a eu un vrai choc. Parler de tes origines sociales, blablabla, Mm-hmm. je cite. Mm-hmm. La voie de l'école d'art n'était pas toute tracée. Ah, de pas fait. du tout, non, pas du tout. Comment tu as trouvé cette voie Je l'ai trouvée grâce à l'unique et seul soutien de ma mère. Si ma mère ne m'avait pas soutenu, je ne serais pas là. C'est clair et net. Alors, ma mère était artisan, couturière, voilà, couturière à façon. Donc, elle habillait les personnes fortes, en fait, puisque voilà, ces personnes ne trouvaient pas de prêt-à-porter, etc., la plupart du temps. Donc, moi, j'ai vécu dans les tissus, les patrons, les machines à coudre, etc. En fait, c'est un super souvenir, parce qu'il y a vraiment je me souviens des tissus incroyables, quoi. Et puis surtout au toucher, vraiment des qualités, des lainages, tout ça, enfin bon, bref. Et puis j'ai appris la couture, évidemment, etc. Donc il y avait un côté artisan déjà. Et la matière. La matière, et puis oui. Alors la question c'est, est-ce que j'ai appris à planter des clous avant de parler, tu vois, enfin c'est des trucs, voilà, et puis c'est les milieux un peu prolo, il faut vite travailler, tout ça, machin. Et être utile, en fait, pas spécialement travailler. On ne dit pas travailler, on dit il faut que tu sois utile. faut que tu gagnes ce que tu as dans ton assiette. Hein. Donc bon, voilà. Mais avec des petits services, évidemment. Voilà. Et je faisais ça, oui, avec ma mère. C'est clair qu'on vient de ce qu'on appelle le surfilage. J'ai surfilé des kilomètres, j'ai enfilé des aiguilles, des kilomètres. Repasser, bon voilà, tous les travaux un peu nécessaires finalement au métier d'artisan. Et effectivement, j'étais pas très bon à l'école. Non, ça ne peut pas dire le contraire. Mais il y a eu aussi quelque chose de très bien concernant les professeurs qui ont eu l'idée quand même de valoriser certaines de mes qualités. J'étais nul partout, sauf en dessin. Ils l'ont valorisé. Ouais, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, ça m'a donné quand même une ouverture. Voilà, en fait, c'est ça. Hein, ça m'a donné une ouverture. Et d'ailleurs, je suis assez fier de dire que je n'ai reçu qu'un seul prix dans ma vie, et je ne voudrais pas en recevoir d'autres. C'est le prix de la semaine franco-portugaise
au collège, des Pressigny, quoi. C'est un truc. Et c'est mon premier prix, donc c'était une belle valorisation. J'avais eu un livre de Werner chez la directrice, tout ça. Et donc, juste ça, ça a suffi finalement. Enfin, il y avait aussi une histoire antécédente, hein, mais bon, je ne vais pas la raconter. Mais ça a renforcé le fait que, eh bien, j'avais la possibilité. Et puis je ne me rendais pas compte évidemment de ma classe sociale, c'était pas la question, mais en tout cas, voilà, la possibilité bien de progresser dans les métiers d'art. C'était un peu plutôt ça, en fait. C'est pas tellement les beaux-arts, les questions d'artiste. Donc voilà, après, bon, l'idée fait son chemin de styliste. J'ai fait 3-4 dessins. Voilà, puis je fabriquais aussi des vêtements. Aussi. Donc voilà, ça commençait un petit peu comme ça. Et puis la New Wave, justement, blablabla. Tout ça. Et effectivement, j'étais dans une voie de garage. Alors j'ai aussi cette fierté, mais c'est des fiertés inversées, c'est bizarre. J'ai un CAP d'employé de bureau. CAP d'employé de bureau. Donc je sais. Ça Et ouais, c'est un truc de dingue. C'est vraiment classement dactylo, hein, c'est tout. Hein, il ne faut pas chercher. Mais ça aussi, c'était une voie de garage. Bon, et donc le rebond, ça a été simplement une école préparatoire, hein, pour entrer aux Beaux-Arts. Et là, ça a été l'explosion. Tout à coup, je me suis senti super bien. Et j'ai pas arrêté de bosser jusqu'à ce jour.